Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio, encore une fois, 30 minutes de foot tous ensemble. Ce soir, on va aborder l'intersaison des grands clubs, tous ceux qu'on n'a pas encore abordés la semaine dernière, par exemple. On a parlé beaucoup du Paris Saint-Germain, etc. On avait aussi déjà abordé le Bayern, mais là, on va en reparler un petit peu. On va s'attarder un petit peu sur les grands clubs de Serie A. Napoli, Juve, Inter, voir un petit peu où ils en sont. On va aussi parler d'Arsenal, le grand chantier, et puis Kane, le Bayern ou le PSG, et voir un petit peu les derniers aussi mouvements au Bayern, parce qu'il y a eu un petit peu de nouveauté avec Kim qui est arrivé. Donc voilà, c'est un plaisir encore de vous retrouver. On va commencer tout de suite. Alors je vais lire déjà les commentaires. Okutonujo. Bienvenue, ça fait plaisir que tu sois là, j'adore cette musique, je pourrais l'écouter toute la journée, la musique d'intro. Écoute, tant mieux, qu'elle te plaise. Donc voilà, c'est une musique un petit peu reprise d'un jeu vidéo de football, si je ne m'abuse. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va commencer avec le Napoli, la Juve, etc., etc. On va commencer par le Napoli, tout seigneur, tout honneur, le champion d'Italie. Qui a commencé, je trouve, son mercato timidement. Il n'y a pas vraiment eu de gros mouvements pour l'instant au Napoli. Alors, il y en a eu quelques-uns dans un sens, c'est-à-dire les départs avec Kim effectivement qui est parti et puis Spalletti surtout qui est parti, ça c'est quand même le gros transfert du Napoli. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose la plus compliquée à faire, c'est remplacer son défenseur central et son entraîneur, c'est vraiment compliqué. Moi j'avais envie de parler aussi bien sûr de l'arrivée de Rudy Garcia, parce que en fait c'est surtout le problème, c'est le style de jeu, je trouve. Je trouve que le Napoli, Giuntoli qui est le nouveau directeur sportif de la Juve, qui était le directeur sportif du Naples, a construit un effectif vraiment intéressant à Naples, mais il a mis des années à le construire. C'est vrai que les gens j'ai eu une discussion récemment sur Twitter avec quelqu'un qui disait que le meilleur directeur sportif d'Italie, dirigeant d'Italie, c'était Giuntoli, et moi je pensais que c'était Marotta de l'Inter, parce que je trouve que Marotta il est efficace chaque année, à chaque intersaison. Depuis qu'il est à l'Inter joue quasi le titre quasi tout le temps. Ils sont arrivés en finale de Ligue des Champions, ils ont fait des super prestations contre des très gros d'Europe. Donc voilà, moi je trouve que c'est lui le meilleur, et chaque mercato apporte quelque chose à l'équipe. Giuntoli a eu, lui, en revanche, vraiment des mercatos qui étaient un petit peu stériles, on va dire. Avec les années, il a réussi à construire une équipe vraiment compétitive. Et finalement, c'est quand il s'est séparé de ses cadres, un petit peu forcés, contraints et forcés, Koulibaly, Insigne, Marek Hamsik, mais aussi qui est-ce qui est parti? Enfin, il y en a eu d'autres. Dries Mertens, qu'il a gardé lui, qu'il a fait venir, qu'il a fait renouveler, etc. pendant des années. Finalement, c'est quand ils sont partis parce qu'ils étaient soit en fin de carrière, soit parce que ils avaient des offres et que Insigne, par exemple, ils voulaient le refaire signer, mais l'argent que lui proposait la MLS, c'était pas Naples ne pouvait pas s'aligner. En fait, finalement, c'est contraint et forcé qu'il a construit cette équipe magnifique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un bon directeur sportif quand tu lui donnes peu de moyens et que tu lui donnes du temps. Maintenant, je pense que Marotta a beaucoup plus d'impact. Donc, déjà, le Napoli a perdu son directeur sportif aussi. Donc, il va falloir retrouver quelqu'un qui peut travailler avec De Laurentiis, parce que c'est assez compliqué. Ils ont perdu leur entraîneur à cause d'une brouille avec De Laurentiis, et ils se retrouvent avec Rudy Garcia, qui a une bonne image en Italie, mais qui a un effectif qui n'est absolument pas fait pour le type de jeu qu'il joue. Ils ont des... alors,
Oui et non. C'est-à-dire que finalement, Rudy Garcia ne sait pas faire grand-chose avec ses équipes, excepté faire des blocs compacts qui contrent. Finalement, quand on regarde les 2 dernières expériences qu'il a eues à Lyon et à l'OM, c'est ça qu'il a fait. Alors les gens pourraient me dire oui, mais quand il était à la Roma, oui, mais quand il était à la Roma, il avait, enfin bref, il avait Totti, il avait De Rossi, il avait des joueurs qu'il n'a pas au Napoli, très clairement. C'est pas, quand tu as Totti, De Rossi dans ton milieu de terrain, déjà, le jeu, t'as pas forcément besoin de le créer en fait. T'as pas besoin de les faire travailler pour que ça joue bien, parce que tu as De Rossi et Totti au milieu du terrain. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais Totti, c'est une icône absolue, et De Rossi c'est complètement dingue. Donc c'est ça le truc, c'est que sa Roma jouait bien, mais elle jouait bien, pas vraiment de son fait en fait. Lui, il a plutôt une technique défensive, c'est-à-dire qu'il va avoir des stratégies défensives, et ensuite il va se projeter très rapidement vers l'avant. Mais quand on regarde le Napoli de Spalletti, celui qui a gagné le titre, c'est un Napoli qui avait la balle en permanence, pas de façon stérile en plus, il avait la balle et il faisait très très mal. C'est-à-dire qu'il y avait des attaques verticales en permanence avec un vrai plan de jeu. On savait comment ça allait jouer, et il y avait des animations, de l'animation du mouvement sans ballon, parce que finalement c'est ça qui crée le jeu, hein, du mouvement sans ballon, très très travaillé avec Spalletti. Avec Rudy Garcia, c'est absolument pas le cas, donc je ne sais pas exactement comment cet effectif va réussir à jouer. Peut-être il va surfer sur l'héritage de Spalletti, mais il va bien falloir quand même Peut-être qu'au début ça va marcher, mais j'ai bien l'impression que sur le long terme ça va être compliqué. Un petit bonsoir quand même dans les commentaires. Salut au JCRM, bonsoir à tous. Tu as commencé plus tôt. Non, j'ai commencé à 20h30. Alors c'est vrai que des fois ces derniers temps je commence à 21h, mais maintenant je commence à 20h30 la plupart du temps. C'est pour ça que je l'ai fait le jeudi, parce que le jeudi c'est plus facile pour moi de commencer à 20h30 quasi tout le temps. Donc voilà. Mais ça pourra être 21h de temps en temps pendant l'été, hein. Donc voilà. Okutonujo qui dit Catenaccio, probablement en rapport avec Rudy Garcia. Rudy Garcia, oui, c'est effectivement. Alors c'est peut-être pas le Catenaccio Rudy Garcia, quand même, faut pas délirer, mais bon voilà, c'est vrai que ces équipes étaient très regroupées et explosaient à la récupération du ballon. C'était assez stérile. Et le problème en fait de Rudy Garcia, c'est dès qu'ils sont menés, il n'y a pas de plan B. C'est ça le souci. En revanche, c'est vrai que si tu marques pas de but, ça peut être pas mal. Donc voilà. Et au JCRM qui nous dit à quand Strootman à Naples. Bah, ce serait bien pour l'OM, hein, que Garcia dise je voudrais Strootman avec son salaire stratosphérique et ses prestations faméliques. Ce serait très marrant. Donc voilà. Alors justement, si on revient sur le bloc défensif de Naples, si Rudy Garcia, comme je le pense, s'appuie là-dessus, bah, il a perdu déjà quand même, je pense, 20% facile de ses capacités défensives avec le départ de Kim. Donc au Bayern, qui a été transféré pour une 50aine de millions d'euros. On va parler du Bayern après, parce que là, ça fait quelques années qu'il transfère beaucoup de défenseurs centraux, et très cher à chaque fois. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la bonne solution, mais bon, ils ont quand même de très bons défenseurs centraux, on va dire, sur le papier. C'est vrai que bon, on en parlera après du Bayern. Mais quant à Naples, Rarmani va se trouver peut-être un petit peu, on va dire, orphelin de Kim. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont réorganiser leur défense, mais c'est vrai que Kim offrait, en fait, il annihilait toute la saison dernière, quasi à lui seul les offensives de temps en temps. Donc c'était vraiment très 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 impressionnant, hein, vraiment. Donc voilà. Je sais pas exactement comment est-ce qu'ils vont s'arranger en défense. Et effectivement, comme tu dis au JCRM, ils ont perdu un attaquant pour la rotation. J'ai plus son nom, fatigué hier, festival de musique. Ah, ok. Probablement, comment il s'appelle? C'était le petit là, qui est parti. Alors attends, on va trouver. Hein. Hop là. Hop. Donc Min-jae qui est parti au Bayern pour 50 millions.
Raspadori. Ah non, Raspadori est parti, a été transféré définitivement à Naples. C'est Petagna qui a été transféré à l'AC Monza, effectivement. Effectivement, pour l'instant, c'est pas remplacé. Donc c'est vrai que pour l'instant, tu as Simeone et, bien sûr Osimhen. Absolument, ça peut être... Osimhen, s'il reste, vu qu'a priori, je pense qu'il va rester, 180 millions d'euros, ça va être un petit peu beaucoup pour aller le chercher, ou 150. Personne va aller le chercher, donc je pense que malheureusement Osimhen va terminer son contrat à Naples. S'il re-signe, j'annonce tout de suite, il terminera sa carrière à Naples. Bon, en tous les cas, il dépassera les 30 ans à Naples, sûr et certain. Donc De Laurentiis le laissera jamais partir à moins de 150, 180, et on voit que ce type de transfert est vraiment très très rare. De plus en plus rare. Les clubs attendent les fins de contrat et c'est vrai que c'est très rare. Alors c'est vrai que cette année il y a eu les 103 millions de Jude Bellingham au Real, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui soient dans la capacité à l'heure actuelle de faire ce type de transfert, sachant que maintenant les salaires sont stratosphériques. Le problème c'est pas trop le transfert, enfin si avec le transfert ça irait, si le salaire restait raisonnable, le problème c'est que les salaires derrière dépassent maintenant, pour les stars de ce niveau-là, les 20, des fois atteignent les 30 millions d'euros par saison, donc c'est à amortir, c'est monstrueux, c'est comme si tu faisais 2 transferts en fait. Si tu transfères à 150 millions sur 5 ans, tu vas amortir 30 millions d'euros, mais tu as en plus 30 millions d'euros de salaire. Donc, ce qui fait que c'est comme si tu avais fait 300 millions de transferts. C'est très compliqué de faire un transfert aussi cher en 2023 à cause des salaires, en fait. Donc voilà. Simeone est un très bon joueur, oui, c'est vrai, ça peut être sympa. Okutonojo qui dit si, il y a des gens qui sont capables de faire des transferts à 300 millions, c'est Newcastle. Oui, c'est vrai, Newcastle. Manchester City l'a fait fréquemment. Le dernier en date, c'est Grealish et le salaire stratosphérique qui va avec. Et puis, bien sûr, le salaire stratosphérique de Erling Haaland, même s'ils n'ont pas eu à payer une clause libératoire démentielle pour Erling Haaland. Piotr Zelinski, lui aussi, a quitté Naples. Non, il est allé à la Lazio. Est-ce que c'est vraiment définitif? Ça, je sais pas. J'ai bien l'impression que Zelinski est en discussion, mais il n'a pas bougé encore. Zelinski, c'est des rumeurs pour l'instant, mais il est toujours dans l'effectif de Naples. Il n'y a pas encore de transfert, si je ne m'abuse. Non, je vois pas de transfert. Donc ça m'étonnerait que... Et il est toujours dans l'effectif, bien sûr, il est toujours dans l'effectif, il y a aucun problème. L'effectif, si on regarde bien, c'est vrai que sur les latéraux, ça n'a pas bougé, Di Lorenzo et Mario Rui, ça bouge pas. C'est en défense centrale où il y a Juan Jesus et Armani, c'est quand même pas génial, honnêtement. Surtout Juan Jesus qui a je sais pas quel âge, donc voilà. Après il y en a d'autres, mais on va dire dans les titulaires. Au milieu de terrain, ça n'a pas bougé et ça c'est plutôt pas mal. C'est le bon point pour Naples. C'est que il y a toujours Lobotka, Zelinski et Anguissa qui sont, on va dire, les 3 dépositaires du jeu, qui peuvent être en plus aidés par Elmas, donc c'est plutôt pas mal. Et devant, bien sûr, Kvaratskhelia et Osimhen. Alors c'est bien que Kvaratskhelia soit pas... j'espère qu'il va pas partir parce que je pense que Kvaratskhelia, pour l'instant, il a montré une bonne saison, et surtout la fin de saison n'était pas terrible. Donc c'est vraiment le moment où il va falloir vraiment voir ce que ça donne. S'il reste aussi très très fort. Si Osimhen reste, la triplette, on va dire Politano, Osimhen, Kvaratskhelia ou Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia est vraiment impressionnante. On a vu que c'était bon, mais c'est vrai comme disait OGCRM, il n'y a plus que Simeone et Raspadori, bref, 2 types d'attaquants petits, vifs, mais il n'y a pas de point d'appui comme pouvait être l'attaquant qui est parti à Monza. Donc voilà. C'est un petit peu moins étoffé devant, c'est beaucoup moins étoffé derrière. Donc ça va être compliqué, et ils ont perdu leur coach. Je pense que, j'espère qu'ils vont recruter en défense centrale, Naples, et en attaque. C'est possible, mais bon, voilà.
Baker à Bergame, si jamais. Goat. Gvara, j'espère qu'il va être constant. Ouais, on va voir pour Kvaratskhelia et oui, Baker à Bergame. Donc, tu as fait deux recrutements de latéraux stratosphériques, mon très cher Okutunujo. Donc voilà, c'est bien. Bravo. À la Talenta, bien entendu. On va passer à la Juve. La Juve, alors là, c'est vraiment quelque chose qui est surprenant. Alors, oui et non, parce que ils ont des gros problèmes financiers et que effectivement, ils n'ont pas de Coupe d'Europe en plus, du tout, parce qu'ils étaient potentiellement qualifiés pour la Conference League, mais ils ont passé un accord avec l'UEFA pour se faire sanctionner de Conference League. Comme ça, leur sanction est passée, et puis si l'année prochaine ils vont en Champions, ils pourront la jouer. Donc voilà, la Juve, pour l'instant, parle d'un... ils se sont séparés de Bonucci, c'est fini, fin de contrat, fin de carrière probablement aussi pour Bonucci. Donc ça, c'est quand même une page d'histoire qui part. C'était le dernier de la Bonucci, Barzagli, Buffon, la fameuse défense qui était complètement dingue au cœur des années 2010. Donc voilà, le dernier qui s'en va, Bonucci qui s'en va. Et puis, on parle du départ de Vlahovic aussi, qui potentiellement devrait partir au Paris Saint-Germain, parce que c'est ça qui va se passer, probablement. On dirait que la question que je pose derrière Kane, Bayern ou PSG, on dirait que Kane a choisi son camp et que ce sera le Bayern. Maintenant, le Bayern est en train de négocier avec oui, j'ai oublié Chiellini aussi, absolument. C'est vrai. Tout à fait, t'as raison. La BBC. Bon, en l'occurrence, c'était la BBBBC. Donc voilà. Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Et donc, oui, donc Vlahovic devrait terminer au PSG, ce qui serait plutôt une bonne chose pour le PSG. Ce type de joueur, alors Kane était très bien, mais c'est clair que ce type de joueur est plutôt pas mal. Vlahovic va très très bien s'intégrer dans le collectif du Paris Saint-Germain, je pense. Donc franchement, ça peut être très bien en attaque en tous les cas, parce qu'il fait des efforts, il fait du pressing. Il est costaud, il est grand, il est vif, il prend la profondeur, il est fort, des deux pieds. Il va vraiment être un bon point de fixation pour Kylian Mbappé, donc je pense que ça va le faire. Oui, parce que Kylian Mbappé, je vous l'annonce, restera au Paris Saint-Germain. C'est sûr et certain. Donc voilà, je sais pas pourquoi est-ce que Paris, à un moment, s'imagine que ça va se passer autrement, mais Kylian partira gratuit l'année prochaine et restera au Paris Saint-Germain cette année et fera une super saison probablement. Voilà. Mais c'est clair qu'il va pas partir cette année. Personne va l'acheter 200 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat. Lui, il veut pas partir, sinon il perd sa prime de fidélité et son salaire de 150 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a creusé lui-même sa tombe. Voilà, c'est comme ça, dommage. Donc voilà. Au JCRM, pour rester sérieux, Cuadrado à l'Inter, après s'être fait insulter par tous les interistes, il signe là-bas. Oui, alors, absolument. Cuadrado à l'Inter, mais on peut citer aussi, si tu veux qu'on parle de la Juve, Lukaku à la Juve aussi, qui lui s'est fait insulter, a pris des insultes racistes l'année dernière par les supporters de la Juve et a priori devrait signer à la Juve dès que Vlahovic part de la Juve. Donc c'est assez voilà. C'est assez spectaculaire, mais c'est vrai que Cuadrado à l'Inter, j'étais pas prêt. Et puis je trouve pas que pour l'Inter ce soit une super nouvelle. Très honnêtement, j'ai vraiment du mal avec Cuadrado. Je le trouve vraiment pas bon. Enfin, plus exactement sur courant alternatif, il est capable d'exploits, mais franchement, c'est vraiment... ouais, je sais pas. Après, ça a été démenti par Giuntoli, Lukaku. Oui, alors c'est pas parce que ça a été démenti que ça va pas signer. Honnêtement, je sais pas. On verra après le départ de Vlahovic. Là, on verra si oui ou non il signe ou pas. Et après, parce que je vois mal Lukaku rester à Chelsea. Donc voilà. Dans une autre émission sur YouTube, un interiste était content du transfert de Cuadrado à l'Inter. C'est bien. Non, mais tant mieux s'ils sont contents. S'ils sont contents, c'est très bien. Je sais pas. Je sais pas exactement comment est-ce qu'il va être utilisé. Alors, bien sûr, il va être utilisé comme piston parce qu'il joue en 3-5-2, l'Inter. Donc là, c'est clair que Cuadrado sera plus à son aise que lorsqu'il est soit ailier, soit latéral dans une défense à 4, comme c'était plus fréquent à la Juve. Donc,
peut-être que effectivement, en doublure de Dumfries, pourquoi pas, ça peut être bien. C'est peut-être un investissement pour le banc et pour faire des rotations dans les compétitions un peu mineures comme la Coupe d'Italie, les matchs de championnat pré-Champions League, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. C'est vrai, pourquoi pas, mais ça va pas être un titulaire. En tous les cas, si ça devient un titulaire, là, je pense qu'il y a un problème à l'Inter. Donc voilà, j'espère pour eux qu'ils se disent pas on va vendre Dumfries et on va garder Cuadrado, quoi, parce que là c'est grave si tu fais ça. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça doit pas être un titulaire. Donc voilà. Effectivement, donc la Juve qui perd donc Bonucci déjà, et puis va certainement perdre Vlahovic. Alors ils ont re-signé quand même Adrien Rabiot, donc ça c'était plutôt pas mal. Mais bon, c'était un transfert gratuit, donc a priori. Hein, alors je sais pas si c'est, voilà, en tous les cas, il va avoir un gros salaire. Je suis désolé, pardon. Il va avoir un gros salaire, mais c'est vrai que c'est pas non plus. Il n'y a pas de transfert, donc déjà tu élimines tout ça, et comme il est déjà chez toi, je pense que la prime à la signature est pas monstrueuse, donc non, je pense que c'est une bonne chose. Rabiot pas mal, on n'en voulait plus, nous les fans francophones de la Juve. Ah, franchement, alors, je comprends, moi je suis pas un fan de Rabiot, mais si tu prends la saison dernière, c'est le meilleur joueur, je pense. C'est le meilleur joueur de la saison de la Juve. Pour moi, hein. Après, peut-être, j'ai regardé quand même beaucoup de matchs de la Juve, pas tous, il faut dire la vérité, je n'ai pas regardé tous les matchs, mais c'est quand même le meilleur joueur, je pense, overall, de la saison, je vois pas au-dessus, hein, l'année dernière. Donc ça peut être pas mal, mais il est ultra irrégulier. Ouais, mais t'as vu dans quelle équipe il jouait, franchement. L'équipe l'année dernière, la Juve, c'est vraiment très bizarre. Mais vraiment bizarre, parce que effectivement ils auraient pu terminer potentiellement 2e ou 3e du championnat sans cette sanction due à leur bilan financier falsifié, mais en l'occurrence ils jouaient mal, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pénible à regarder toute la saison, donc je sais pas, j'espère que cette saison, ça ira un petit peu mieux. Alors bon, je me fais pas beaucoup d'illusions, malheureusement, vu que le coach est toujours le même. Mais j'espère qu'il y aura un petit peu plus de fluidité quand même dans l'équipe. Et j'espère qu'ils feront plus jouer les jeunes aussi. Donc je sais pas, on verra. Au JCRM qui dit, t'as l'impression qu'il choisit ses matchs. Ben, le problème de la Juve, on le connaît, il porte un nom Allegri. Où ils vivent le Allegri Ball. Ouais, absolument, ouais, tout à fait. Alors, oui, on va passer gentiment. On a fait le Napoli, on a fait la Juve. En tous les cas, la Juve donc, est en train de dégraisser sérieusement. En gros, c'est ça, hein, le thème, pour pouvoir supporter ces très lourdes pertes financières et son manque de Coupe d'Europe. Donc voilà. Donc effectivement, cette année, la Juve, je pense pas va pas faire de gros recrutements. Probablement, et j'espère qu'Allegri va commencer à faire jouer plus les jeunes. La Juve a de très bons jeunes, donc j'espère que ça va le faire. Donc voilà. Au Cotonou qui pose la question, on va passer à Milan, effectivement. Milan va garder Origi. Non, Milan ne va pas garder Origi. Origi et Rebic ne sont pas dans le groupe en ce moment. Ils partiront pas d'ailleurs aux États-Unis avec le Milan pour leur tournée. Pourquoi ? Parce que en fait Milan veut s'en séparer, donc ils veulent qu'ils soient non seulement qu'ils se blessent pas, mais en plus qu'ils soient disponibles pour aller faire des visites médicales à gauche à droite. Donc Origi et Rebic, c'est sûr, partiront du Milan, et on sait très bien qu'ils vont pas non plus partir pour grand chose, hein, vu les saisons vraiment catastrophiques qu'ils ont fait tous les deux. C'est vraiment horrible. Espérons. Au JCRM qui dit Origi va finir en Arabie Saoudite. Franchement, c'est tout ce que je souhaite à Milan. J'espère qu'il y a un club saoudien qui va vouloir l'acheter cher pour ce qu'il est, quoi. Et ce sera très très bien. On s'en sortira par le haut. Et Rebic, ce serait très bien aussi. Si tu sais, vous savez que Rebic, c'est quelqu'un qui donne énormément d'argent aux gens, etc. Il avait payé toutes les dettes des habitants de son village en Croatie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais toutes les dettes de son village, c'est-à-dire en l'occurrence des crédits de maison, tout ça, il avait tout payé.
Donc c'est quelqu'un qui est très très généreux, Rebic. Et moi, je le conseille vraiment d'aller en Arabie Saoudite aussi, Rebic, pour prendre énormément d'argent et être encore plus généreux. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ce joueur et cet être humain, en fait, ce mec, vraiment, je l'aime beaucoup. Mais la saison qu'il a fait l'année dernière, j'avais l'impression qu'il savait plus jouer au football, quoi. C'est incroyable. Dès qu'il rentrait, le mec ne comprenait rien au foot. Il n'y avait pas un contrôle qui était bon, pas un tir qui était bon, pas un appel qui était bon. Enfin, c'était dramatique. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais bon, voilà. Donc ce serait bien qu'il aille voir ailleurs si on y est. Donc voilà. Par contre, Milan, la perte de Tonali, plus la blessure de Bennacer et aucune recrue pour le moment. Alors, si, énormément de recrues. Si. Déjà, il y a Reinders de l'AZ Alkmaar qui vient de signer, qui est un milieu de terrain. Vraiment très, très, très intéressant. Donc voilà, on est déjà à 5 recrues du côté du Milan depuis le début de saison, depuis le début du mercato. Donc, vraiment très, très intéressant. Au contraire, les transferts du Milan pour l'instant, et il y en a encore pas mal à venir. Donc non, franchement, Reinders vient de signer. Il y a Pulisic qui vient de signer, bien sûr, 20 millions d'euros. Luca Romero de la Lazio qui aussi a signé. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a, comment dirais-je, Tonali qui est parti, mais Milan est encore sur 2 milieux de terrain. En priorité, ce serait Moussa, qui est un Américain qui joue à Valence. Ça, ce serait la priorité pour le milieu de terrain défensif. Et il garde Pobega aussi, donc ça ferait Tonali, Bennacer, Pobega, et puis Moussa, on va dire à 3 pour 2 postes. Et devant, Reinders et probablement... il parle aussi de Chukwueze. Alors Chukwueze, ce serait plus pour l'aile droite, mais donc l'aile droite, ce serait Chukwueze, Reinders, qui sera aussi peut-être un des deux milieux, sachant que peut-être que Pioli passera en 4-3-3, c'est un petit peu dans l'air du temps. Donc ça ferait les 3 milieux de terrain avec Reinders, Moussa et Bennacer. Ça, ce serait un peu le truc. Il y a aussi Loftus-Cheek, oui, pardon. Alors, absolument, au JCRM, tu as tout à fait raison. Ils ont transféré Loftus-Cheek. Il est définitivement transféré au Milan. Donc, ce qui veut dire qu'au milieu de terrain, il y a quand même des milieux relayeurs. Il y en a 2 qui sont très très bons, Reinders et Loftus-Cheek. Il y a aussi donc Bennacer qui sera plutôt lui en mode meneur de jeu devant la défense, ce qu'on appelle la sentinelle, mais voilà. Probablement Moussa aussi qui sera plus sentinelle et Pobega qui sera certainement le remplaçant de tout ça. Et pour les ailes, donc Lucas Romero, probablement Chukwueze, on garderait Saelemaekers et on se débarrasserait de Messias. Bien sûr, à gauche, il y a Leao. Ce qui manquerait réellement, vu que là, ils sont en train de transférer le Touré, c'est pareil, ils en veulent plus. C'est en fait, c'est vraiment un latéral gauche. Ça, ce serait vraiment nécessaire. Et voilà. Donc, effectivement, ça, ce serait la priorité de Milan à l'heure actuelle. C'est un latéral gauche, un numéro 6 qui serait Moussa, une aile droite qui serait Chukwueze. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Après, il y a le numéro 9 aussi, ça tourne autour de plein de noms. Brahim Diaz et Origi qui partiraient remplacés par qui? Alors, Brahim Diaz, c'est Pulisic, directement. Il a été vraiment recruté pour ça. Et Origi, effectivement, à gauche, Lucas Romero de la Lazio a été aussi probablement recruté un petit peu pour ça. Donc voilà. Et Pulisic peut aussi jouer à gauche. Il aime beaucoup jouer à gauche. Donc voilà, tout est possible. Mais c'est voilà. Milinkovic-Savic, il a été transféré en Arabie Saoudite absolument pour SMS. Et ça, c'est vraiment triste. Cette personne, malheureusement... Alors, tu fais les choix que tu veux dans la vie. Effectivement, la Lazio est en train de s'appauvrir quand même sérieusement. Mais Milinkovic-Savic, qui part en Arabie Saoudite alors qu'il n'a jamais été dans un top club.
avec tout mon respect pour la Lazio, moi ce que je voulais c'était qu'il aille soit à l'Inter, soit à la Juve, soit au Milan, soit si il quittait l'Italie, c'était je sais pas, Paris Saint-Germain, Bayern, Manchester United, Manchester City, etc. Chelsea, des clubs comme ça. J'aurais voulu le voir à très haut niveau dans un grand club, ou même en Espagne, hein, au Barça ou au Real, il aurait pas fait tâche à un moment, donc je sais pas, je comprends pas. Acerbi aussi a été transféré. Il a été transféré où, Acerbi, de l'Inter? Il a été transféré en Arabie Saoudite aussi? Ça, j'ai pas suivi. Donc, bref. Voilà, en tous les cas, non, Milan est très très actif sur le marché des transferts, a dépensé déjà pour 55 millions d'euros, c'est l'équipe qui a le plus dépensé en Italie, ils ont déjà fait 5 transferts en entrée, et ils ont encore énormément de transferts à faire. Donc en gros, en Italie, le plus actif c'est vraiment le Milan, suivi de l'Inter, mais l'Inter dépense très très peu pour ses transferts, c'est quasi tous des paramètres zéro, pas tous, mais il y en a beaucoup. Donc, en l'occurrence, Thuram, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais il se renforce très très bien. Pareil, Quadrado, hein, paramètre 0, il était en fin de contrat. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce qu'est en train de faire l'Inter et le Milan. La Juve vide plutôt ses tiroirs. Et après, les autres sont à zéro transfert quasi, excepté l'Atalanta qui a transféré donc ses 2 latéraux. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. L'Inter, quel cata, par contre, ce mercato, il perd Onana, Brozovic. Tu trouves pour l'Inter? Moi, je suis inquiet pour l'Inter. En fait, oui, il perd Onana, Brozovic, Dzeko aussi, faut pas que tu oublies. Mais je pense que Marotta, d'ici la fin de saison... En fait, pourquoi est-ce que je suis confiant? C'est, tu vois, bon, voilà, transfert de Quadrado et de Thuram qui franchement, remplace Dzeko en mieux. Quadrado qui est un très très bon remplaçant à droite si Dumfries n'est pas en forme, un bon remplaçant en tous les cas, et je pense que au milieu du terrain ils vont trouver quelque chose, Fratesi pardon, ils ont trouvé Fratesi pour remplacer Brozovic, donc franchement Skriniar aussi qui est parti effectivement, mais Skriniar il jouait plus et on a vu que la défense de l'Inter n'avait pas besoin de Skriniar pour bien jouer. Donc je sais pas, je suis confiant. Moi, je suis confiant avec Marotta, malheureusement. Enfin, quand je dis malheureusement, c'est parce que je suis un supporter du Milan. Il fait toujours des choses bien, quoi. Acerbi à l'Inter, oui. Ah oui, d'accord, de la Lazio. Oui, mais c'était l'année dernière, de toute façon. Donc voilà, et Acerbi, vraiment, il a fait une super saison. S'il fait la même saison que l'année dernière, ça va être du lourd. Donc voilà un petit peu pour les grands d'Italie. On va passer à Kane et au Bayern. Bayern ou PSG pour Kane, ça a l'air d'être le Bayern. Le problème, c'est que Lévy ne négocie pas, vous le savez. Hein. Lévy a donné un prix, c'est 110 millions d'euros. Si le Bayern ne paye pas 110 millions d'euros, je pense qu'il ira pas là-bas. Alors peut-être que Kane prison Tottenham, oui, absolument. Peut-être que effectivement le Bayern va peut-être négocier d'avoir des bonus qui seront faciles à atteindre parce que, encore une fois, il y a cette barrière psychologique des 100 millions que le Bayern ne veut pas franchir. Donc, probablement que le transfert va avoir lieu aux alentours de peut-être 90 millions. Et je pense qu'il y aura 120 millions d'euros de bonus qui seront très facilement atteignables dès l'année suivante, un truc comme ça. Comme ça, le Bayern garde un peu la face et Lévy a ce qu'il veut aussi. Donc voilà, mais je pense qu'ils vont les payer les 110 millions. Il n'y a pas de solution en fait. Ou alors il va y avoir un joueur dans le deal. C'est-à-dire effectivement un transfert à 90 millions plus un joueur à 20 ou 30, bref. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais à mon avis vraiment Bayern. Donc tu penses que le Bayern fera Kane et non Vlahovic du coup? Ouais, je pense que Vlahovic là c'est parti pour Paris Saint-Germain. Très sincèrement, à mon avis, ce sera le Paris Saint-Germain pour Vlahovic et voilà. Et c'est plutôt pas mal d'ailleurs pour Paris. C'est très très bien pour le Bayern en revanche. Kane, c'est un joueur de très 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 haut niveau. Franchement, c'est vraiment... parce qu'en plus, il joue bien en fait. Il joue bien au foot, beaucoup plus que Vlahovic par exemple. Il joue bien au foot, il sent le jeu, il fait énormément de passes décisives, il oriente très très bien quand il décroche. Il me fait penser à Benzema en fait. Il est tout aussi décisif devant les cages et sur le jeu, il a un impact qui est vraiment monstrueux. Donc je pense que ça va leur faire du bien, même peut-être plus que Lewandowski en fait. Il va vraiment fluidifier le jeu du Bayern et je pense que ça va vraiment être bien. Kane au Bayern, je suis pessimiste moi. Lévy c'est un radin et il est dur à en affaire. Ça c'est vrai.
Ça, je suis d'accord. Sauf au Cotonou qui nous dit sauf pour les pénaux, Kane. Oui, effectivement. En équipe nationale, en tous les cas, parce qu'en club, il en met beaucoup. Voilà. Donc voilà un petit peu, c'était le point Bayern. Après le Bayern, il y a eu aussi une autre énorme information. Hein. C'est que Kimmich, a priori, serait sur le départ. Le Bayern veut se séparer de Kimmich. Là, c'est vraiment la déflagration. Alors, c'est pour l'instant des rumeurs, mais je pense qu'effectivement, Kimmich a fait son temps. Moi, en tous les cas, c'est mon avis. Il est nerveusement et au niveau du moral, il est atteint par les récentes défaites, alors que le Bayern gagne quasi tout le temps. Mais je sais pas, il gère plus en fait ses émotions de moins en moins. A priori, il a toujours été comme ça. Mais je pense que le grand leader qu'on pensait que Kimmich allait devenir. En fait, je pense que c'est trop pour lui. Il faut qu'il ait pas trop de, de responsabilité, Kimmich. Donc voilà. Effectivement, je pense que Kimmich va s'en aller. C'est plutôt pas mal. Après, en revanche, il va falloir vraiment le remplacer parce que là, pour l'instant, il n'y a que 3 milieux de terrain. Hein. Il y a Kimmich, Goretzka et Leimer, donc, qui est arrivé là cette saison. Mais enfin, là, à cette intersaison. Mais sinon, après, le reste, c'est vraiment... Alors, ok, il y a Sabitzer. Il faudra voir ce qu'il donne, son retour de près de Manchester United. Mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et je pense qu'il faudra le remplacer si Kimmich en est. Au Bayern, il faut surtout parler de défense. Kim et peut-être Walker, si cela se fait, sacrée défense. Ouais, absolument. Ça, c'est vrai que ils ont vendu très cher, t'as raison, hein, ils ont eu un super prix pour Lucas Hernandez. Tout à fait, ils ont vendu très très cher Lucas Hernandez qui est blessé, qui sort d'une très grave blessure au Paris Saint-Germain. Hein, 45 millions d'euros, c'est inespéré pour ce joueur-là qui a fait très très peu de matchs avec le Bayern en 3 ou 4 saisons, je crois. Il a été transféré il y a peut-être 4 ans pour 85 millions d'euros, si je me souviens, de l'Atlético de Madrid. Donc voilà. Mais c'est vrai que Walker, là, ça leur ferait un vrai très très bon latéral droit. Ils auraient un très bon latéral gauche avec Guerreiro ou Davis. Une très bonne défense centrale avec Kim et... probablement Upamecano ou De Ligt, donc en tous les cas 3 très bons défenseurs. Après peut-être aussi que Tuchel a une idée à la tête et veut jouer à 3 défenseurs centraux, Upamecano, Kim et De Ligt, avec 2 pistons beaucoup plus avancés que seraient Walker et soit Guerreiro, soit Davis, ce qui serait vraiment pas mal. Et au milieu du terrain, tu peux mettre 3 milieux de terrain qui serait, espérons pas Thomas Müller, mais c'est vrai que si tu mets Goretzka, Leimer, Kimmich, voilà, et devant, tu peux mettre tout à fait 2 attaquants. Et là, pour ces 2 attaquants, tu aurais énormément de choix. Tu aurais Kane, qui serait numéro 9, et autour de lui peut tourner Leroy Sané, peut tourner Gnabry, peut tourner Coman, peut tourner... qu'est-ce qu'il y a encore Thomas Müller. Donc là, ça commencerait à être vraiment sympa. Donc voilà. C'est ouf quand tu compares Newcastle qui fait Tonali, le PSG, Lucas Hernandez. Ouais, non mais. En fait, c'est exactement la différence entre un club qui a un plan. Très clairement, Newcastle fait absolument pas n'importe quoi depuis qu'ils ont été repris par les Saoudiens. Tous les transferts sont intégrés dans un plan de jeu, etc. Et puis, le Paris Saint-Germain qui fait n'importe quoi, c'est-à-dire qui achète un peu tout ce qui bouge tant que ça brille. Lucas Hernandez, c'est équipe de France, c'est champion du monde, c'est français. Allez, banco, on y va, quoi. Donc c'est vraiment le truc. Guerreiro, tu le vois sur le banc. Tu le vois où sur le banc, alors? Non, alors Guerreiro, franchement, Davis, moi, il m'a pas impressionné l'année dernière. Il est très possible que Thomas Tuchel joue avec Guerreiro. Je trouve qu'il a plus de certitude défensive. Guerreiro, il a plus de poids aussi, il est plus intelligent dans le jeu. Alors c'est vrai, il est moins électrique que Davis, qui a une vitesse de pointe monstrueuse, mais c'est vrai que c'est Guerreiro, il est très possible qu'il joue plus que Davis l'année prochaine. Ça dépend un peu du système de jeu, je pense. Et il est possible même que s'il joue à 4 derrière, et Guerreiro et Davis jouent. C'est-à-dire Guerreiro en latéral et Davis en ailier gauche, on va dire. Ça solidifierait vraiment le côté gauche
et peut-être que ce serait un peu déséquilibré vers le côté droit, l'attaque, avec une option beaucoup plus offensive à droite, Kyle Walker derrière, et Coman devant. Ce qui fait que ça pourrait être pas mal, en fait, pour le Bayern, d'avoir même les deux, en fait, sur le terrain, Davis, Guerreiro. Donc voilà, on verra. Ça dépend s'il joue à 3 ou 4, en fait. S'il joue à 3 derrière, Davis et Guerreiro vont être en compétition, ça c'est clair. S'il joue à 4, on ne sait pas. C'est pas forcément. Donc voilà. Ouais, comme tu dis, Davis, il a fait une mauvaise saison, c'est vrai, il m'a beaucoup déçu l'année dernière. Effectivement, de toute façon, depuis 2019, il n'a pas retrouvé son niveau, hein. Très honnêtement, hein, depuis vraiment la victoire du Bayern. Après, il a fait une saison stratosphérique cette année-là, un petit peu out of the blue, et depuis, c'est quand même pas génial, quoi. Donc voilà. Bon, en tous les cas, on verra pour le Bayern. Et puis le PSG, on va attendre d'avoir plus d'informations, mais c'est vrai que sur le numéro 9, quand il y aura le numéro 9, on pourra plus parler de plan de jeu et tout, donc on en reparlera. Et puis enfin, donc, il y a Arsenal et le grand chantier. Pourquoi est-ce que j'appelle ça le grand chantier? Pas parce que je trouve que cette année, ils ont fait 2 gros investissements avec Kai Havertz et Declan Rice. Très très gros investissement d'ailleurs, hein. Declan Rice est devenu le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Donc voilà. Et Kai Havertz a été recruté depuis Chelsea pour une somme coquette, hein, quand même, 70 millions si je ne m'abuse. Donc cette équipe avec... oui aussi, ouais, tu oublies Timber, aussi une sacrée recrue. C'est vrai, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que les deux transferts les plus marquants, on va dire, de Arsenal, c'est ça. C'est vraiment ces deux transferts. Et c'est vrai que je pense que Arsenal ça va être encore un petit peu juste, je pense, pour jouer le titre. Je pense. Même s'ils ont perdu Xhaka. Oui, c'est vrai, mais bon, remplacé par Declan Rice. Donc honnêtement, je pense qu'ils ont gagné au change. Même si on aime bien Xhaka. Xhaka, je sais pas où il va. J'espère qu'il va en Arabie Saoudite. Ah, Leverkusen. Ouais, c'est pas mal pour lui. C'est bien, le championnat d'Allemagne. Et donc, effectivement, je pense que ça va être un peu juste encore pour le titre pour Arsenal cette saison, mais ça se construit de mieux en mieux. Maintenant, on a l'impression, quand on entend les gens, et c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu là-dessus, quand on entend les gens, on dirait que Arsenal c'est une petite équipe qui se construit avec des jeunes du club, etc. Mais pas du tout, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Arsenal a dépensé 600 millions d'euros en 3 saisons dans les transferts. Donc, oui, parce qu'il y a eu les Thomas Partey, il y a eu les Odegaard, il y a eu Declan Rice, Kai Havertz, on pourra en citer d'autres, hein, il y en a plein, des très gros transferts. Donc je pense que c'est pas mal, mais ça coûte très très cher. donc voilà, c'est pas un petit club qui se construit, c'est un très très gros projet Arsenal. Arteta a les idées claires, donc ça c'est très très bien. Mais il dépense énormément d'argent. C'est un club très très riche. Donc faut pas les regarder comme le petit club d'Angleterre. C'est un des clubs qui dépense le plus sur le marché des transferts à l'heure actuelle. Il y a peu de clubs qui dépensent autant. Si par exemple, je prends cet exemple, mais Saliba par exemple a re-signé pour 5 ans à Arsenal. Est-ce que vous connaissez son salaire? Son salaire, c'est 12 millions d'euros par saison. Donc moi, personnellement, hein, j'ai rien contre Saliba, mais il vaut pas 12 millions d'euros par saison. Arsenal paye des salaires stratosphériques aussi à ses joueurs. Donc Arsenal revient dans le game, mais en dépensant énormément d'argent et en concurrençant très clairement Chelsea, mais aussi Manchester City, Manchester United, etc. Ils sont sur la même lignée, hein. Ils dépensent même beaucoup plus que Manchester United ces dernières saisons. Donc voilà, c'est vraiment, faut juste avoir le bon regard. Maintenant, on va voir cette saison. Après 600 millions ou 700 millions d'investissement, parce qu'il a peut-être pas terminé son mercato, Arteta, 600 ou 700 millions d'investissement en 3 ans, j'espère quand même que tu vas gagner la Ligue des Champions, que tu vas gagner en tous les cas le championnat. Donc c'est bien, tu es revenu en Ligue des Champions, mais franchement, il faudrait un titre maintenant, parce que c'est bien beau, mais si on rigole de Chelsea, mais Chelsea, ils avaient dépensé 275 millions d'euros en un mercato,
l'année de cette dépense, ils gagnent la Ligue des Champions, hein, Chelsea. Donc, quand ils recrutent les Koulibaly, Mendy, Kai Havertz, etc., là, avant l'autre psychopathe américain qui a racheté le club, en fait, ils gagnent instantanément la Ligue des Champions. L'année de la grosse dépense. Donc on va voir si Arsenal fait ça aussi, mais Kai Havertz et Declan Rice, ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà. Alors des petits commentaires, Arsenal a toujours été riche, même à l'époque Wenger, mais il y avait le stade à rembourser et Wenger faisait des recrutements chelous. Ça c'est vrai. Et c'est vrai que le stade est payé maintenant. Donc ça aussi, voilà. En plus il est bien fréquenté parce que le jeu est plutôt bien. Ça c'est vrai. Donc maintenant il est quand même plein quasi, pas même tout le temps. Donc ça rapporte énormément d'argent. Cotonujo qui dit c'est fou que Chelsea ce soit le seul club londonien qui ait gagné avec des champions. Absolument, c'est vrai que c'est fou avec le nombre de clubs londoniens et d'argent qu'il y a à Londres. C'est vrai que c'est assez fou. Donc voilà, c'était juste le petit mot sur Arsenal pour terminer. Je voulais juste qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village avec Arsenal. Arsenal est un très très gros club d'Angleterre et dépense énormément d'argent pour l'instant très peu de retour sur investissement, même si l'année dernière ça a bien joué, mais bon ils se sont effondrés dans la course au titre. Donc voilà, là maintenant ils ont les armes normalement pour lutter avec Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, etc. Le gros problème c'est que je doute que Chelsea, Liverpool et Tottenham se trouent comme cette année en fait. Donc là ils avaient peu d'adversaires. Je pense que cette année ils vont en avoir beaucoup. Donc voilà, je pense que Liverpool fait un très très bon travail. Là ils sont en train de transférer Anderson en Arabie Saoudite dans le club de Steven Gerrard. Donc leur milieu de terrain va être complètement renouvelé avec Fabinho comme taulier et puis donc McAllister qui a été transféré, etc. Donc franchement ça va être très très intéressant cette saison en Première Ligue, je pense. Vraiment intéressante. Mais pour Arsenal ça va être compliqué, je pense. Honnêtement, ça va pas être si easy que ça. Donc voilà. En plus, ils ont un nouveau directeur sportif. En Angleterre, un mot sur Aston Villa aussi, qui font 2 super recrutements. Et c'est quoi les recrutements de Aston Villa au JCRM ? Parce que alors là, j'ai pas suivi. Je suis désolé. Et en plus, ils ont un nouveau directeur sportif. Voilà. Si tu arrives à nous en dire plus sur Aston Villa, mais si tu veux, on pourra... Ah, Pau Torres et Moussa Diaby. Ah oui, Moussa Diaby aujourd'hui. Diaby était aussi sur les tablettes du Paris Saint-Germain. C'est bien qu'il y soit pas allé, parce que les franciliens qui reviennent à Paris, souvent, ça se met mal à cause de l'entourage. J'en parlais pour Loftus-Cheek à Chelsea, qui quitte Chelsea, et je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Quand tu as grandi quelque part et que tu as un environnement... qui est plus ou moins bienveillant, c'est aussi bien de t'entendre t'en aller. Donc voilà. Il avait une grosse offre d'Arabie Saoudite, mais a préféré Aston Villa. C'est bien, Diaby. Enfin quelqu'un qui se dit je suis jeune, j'ai beaucoup d'années devant moi, il faut que je gagne des titres quoi, dans une Ligue des Champions. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. On va terminer sur l'Angleterre, Arsenal, Aston Villa et un petit peu de Liverpool. On reviendra un petit peu sur les détails, hein, et puis on détaillera aussi Chelsea, mais aussi Tottenham, voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Bon, je pense que tout va se décider autour de Kane. Mais oui, on refera un petit tour en Première Ligue parce que ça peut être sympa. OGCRM qui parle de Fofana, effectivement, Fofana, 3 blessures au genou en 3 saisons, plus le péroné pété, je crois, ça commence comme ça. Donc oui, Fofana, là, malheureusement, je pense que sa carrière prend une très 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 mauvaise direction. Mais bon, c'est comme ça arrive, c'est le foot. C'est pour ça qu'ils sont payés aussi si cher, c'est que leur carrière peut s'arrêter n'importe quand. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Ça a été encore un plaisir de parler football avec vous pendant pas mal de temps, hein, bon 45 minutes. On va se retrouver jeudi prochain. Je préciserai l'heure exacte jeudi prochain. Ce sera à 20h30 ou 21h. On verra. Et puis en attendant, passez une excellente semaine. Les matchs amicaux reprennent gentiment. Je vais pas trop en parler parce que les matchs amicaux, vraiment, ça veut rien dire. Mais on continuera à parler des stratégies des clubs, des futures compositions tactiques, etc., des plus grands clubs européens.
pour l'instant. Peut-être qu'un jour on parlera des plus grands clubs saoudiens, mais pour l'instant, ce ne sera pas le cas dans Buonasera Calcio. On verra dans quelques années. Voilà, en tous les cas, je vous embrasse tous. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à me contacter sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram si vous voulez que je parle de certaines choses ou si vous voulez me poser des questions. Et puis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.